projecteur sur l'Afrique qui bouge à travers les innovations et les expériences qui font bouger les lignes. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers artistique de ceux qui font vivre l'art du continent, sans oublier les personnalités qui, comme notre invité, ont choisi de se battre pour faire triompher la justice. Mais tout de suite, voici le sommaire de votre magazine. Comment encadrer la transplantation d'organes? C'est le débat qu'a ouvert en République démocratique du Congo cet expert de la traite des personnes. Ses objectifs, préserver les avancées dans un progrès médical majeur tout en évitant les trafics. En finir avec les prélèvements d'organes illicites et parvenir à une véritable prise de conscience collective en faveur d'un modèle éthique. Trésor Ebamou Fankana est notre invité du jour. La plupart des gens ne savent pas les avancées technologiques médicales sur ce secteur de la transplantation. Et jusqu'à présent, ça demeure comme un sujet tabou en Afrique. Il a parcouru le monde avant de revenir en Afrique. L'artiste éthiopien Fikru expose son cheminement entre art figuratif et abstrait. Mais ce qu'il a fait pour cette exposition est vraiment incroyable. 36 tableaux de différentes dimensions. Certains sont très très grands, d'autres sont petits. Mais on peut trouver un lien entre eux. Direction le Cameroun avec Lovis Choufak, ce luthier camerounais réinvente la fabrication de guitares. Il marque de son empreinte la scène musicale du pays. Dans les guitares, maintenant que je fabrique des classiques, pour les essences de voix, j'ai les PCA ici. C'est les PCA. Il y a les bennes. Les bennes pour le clavier en même temps, les bennes pour la décoration. Pour ce premier reportage, je vous emmène en Éthiopie, Addis Abeba, pour y rencontrer un personnage peu ordinaire. Fikru Gebremariam, c'est un artiste accompli qui a commencé à peindre à 11 ans et a gagné un concours international à 13 ans avant de parcourir le monde et d'ouvrir son propre studio indépendant. Cette année, après une trentaine d'expositions solo, il a montré ses dernières œuvres à Addis Abeba. Notre correspondant Tefera Gedamou a voulu en savoir plus sur cet artiste éthiopien à vocation internationale. Regardez. Ces deux tableaux, créés à 20 ans d'intervalle, racontent l'histoire de l'évolution d'un artiste. L'œuvre de 2004 s'exprime à travers une expression figurative, tandis que celle de cette année embrasse l'abstraction. Mais où se situe véritablement Fikru dans le spectre artistique? Je ne m'intéresse pas aux ismes ou à la marque, car cela n'existe pas pour moi. Malgré sa résistance à la catégorisation, le parcours artistique de Fikru suit une trajectoire reconnaissable. Il est parti des bases. Il a commencé par ce qu'on leur enseigne à l'école. Le dessin, l'anatomie, la perspective, toutes sortes de choses. Il s'est dirigé vers quelque chose de nouveau, plus ou moins l'expressionnisme abstrait. Durant 2 mois cette année, sa dernière collection d'œuvres expressionnistes abstraites a transformé la galerie de l'Alliance éthio-française d'Addis Abeba en un témoignage d'évolution artistique. Mais ce qu'il a fait pour cette exposition est vraiment incroyable. 36 tableaux de différentes dimensions. Certains sont très très grands, d'autres sont petits. Mais on peut trouver un lien entre eux. L'exposition de l'Alliance est actuellement révolutionnaire, particulièrement dans l'histoire de l'art éthiopien. Nous ne voyons rien de comparable à ce que j'ai l'habitude de voir en termes de taille, de sujet, de couleur. Il nous présente quelque chose de totalement nouveau, y compris dans la taille, le matériau et la couleur. C'est tout simplement incroyable. C'est en 1995, il y a près de 30 ans, que Fikru expose pour la première fois dans cet espace. Cette année-là marque l'obtention de son diplôme de l'école des beaux-arts d'Addis Abeba, l'une des plus anciennes institutions artistiques du continent africain. Après 4 années d'études en art graphique, il y présente cette œuvre qui lance sa carrière. Sa genèse artistique a cependant commencé encore plus tôt. À seulement 13 ans, son talent a été reconnu mondialement lors du concours international d'art pour enfants à Pékin. À notre petit frère, Fikru, cheval en céramique, magnifique, je l'ai toujours dans mon atelier.
Durant ce premier triomphe, l'œuvre de Ficrou a voyagé dans plus de 30 expositions à travers le monde, principalement en Amérique du Nord et en Europe, partageant les espaces d'exposition avec des maîtres comme Picasso, Renoir, Modigliani, Giacometti et plusieurs autres artistes de premier plan pendant sa décennie à Paris. Sa métamorphose artistique sur une longue période, bien qu'inconsciente, comme il le dit, est saisissante. J'ai peint des tableaux figuratifs depuis mon enfance et j'ai dit je suis lentement fatigué des figures. Je suis fatigué de les voir sur la toile. Et je dois décider. Même moi, je ne l'ai pas fait consciemment. Lentement, ils sont mutilés quelque part. Alors je connecte mon subconscient avec la toile et avec les couleurs, j'essaie juste de sortir de l'esprit conscient et d'essayer de rester dans l'esprit subconscient pendant ce processus. Dans son nouvel atelier spacieux, Ficrou a développé un processus créatif unique, travaillant simultanément sur plusieurs toiles. Je commence ici sur une toile, je ne sais pas combien de temps je reste. Déconnexion avec la toile, j'en prépare une autre. Et je vais à la deuxième. J'essaye de communiquer avec la deuxième. Encore une heure, peut-être la troisième. Ça pourrait être la quatrième. Cette approche, à la fois méthodique et intuitive, s'étendant jour et nuit, produit des résultats inattendus. Chaque toile devient un voyage de découverte, aboutissant finalement à de puissantes déclarations artistiques. Il essaie de dire quelque chose avec la couleur, la ligne, la forme, la texture. Chaque coup de pinceau, chaque ligne, chaque couleur qu'il choisit est destinée à dire quelque chose. C'est à propos de sa vie personnelle ou de la société en général. Enraciné dans son héritage, tout en embrassant les influences globales, Ficrou reconnaît cette dualité. Vous voyez la terre africaine dans la plupart des tableaux. Vous voyez le graphisme fort. La terre africaine, le sol, la chaleur, la température. Plus, c'est mon identité. C'est un morceau de moi sur chaque toile. Il a, vous savez, ses pieds à l'étranger et son esprit ici. C'est très intéressant. Et quand vous regardez, oui, l'histoire de sa peinture, vous pouvez voir qu'il y a une évolution, et cette évolution est liée à sa propre histoire. Son impact résonne tant au niveau national qu'international. L'art éthiopien du XXe siècle était incroyable. Il y avait vraiment des peintres exceptionnels. Ficrou, comme si le XXIe siècle leur avait tout arraché, est devenu le lion de cette situation. Et il est maintenant parmi les principaux artistes éthiopiens de sa génération et du XXIe siècle ces dernières années. Alors que Ficrou se prépare pour ses prochaines expositions internationales, son voyage continue d'évoluer. Silence et système criminel, tel est l'environnement contre lequel se bat notre invité Trésor Ebamou Fankana. Cet expert de la traite des personnes entend défendre les avancées médicales des transplantations d'organes sans occulter la part d'ombre de ces progrès. Ce sont des femmes et des hommes victimes du trafic d'organes, des organes dont les pays riches sont de plus en plus demandeurs. Il démonte les ressorts de ce commerce cynique dans son ouvrage. Il faut qu'on en parle. Prélèvement, transplantation, dons et trafic d'organes en République démocratique du Congo. Il s'est confié à Alexandra Vépierre. Bonjour Trésor Ebamou Fankana. Bonjour. Bienvenue sur Initiative Africa. Vous êtes analyste politique à Kinshasa et expert en lutte contre la traite des personnes. Début 2025, vous avez publié votre livre « Il faut qu'on en parle, prélèvement, transplantation, dons et trafic d'organes en République démocratique du Congo » aux éditions Jet d'encre. Pour commencer, nous allons nous intéresser spécifiquement à la transplantation d'organes. À quel point ces transplantations sont développées en RDC et qu'en est-il de l'Afrique de manière plus globale ? Actuellement, en RDC, il y a une loi sur la santé publique qui a été élaborée vers l'année 2017. Et cette loi autorise le prélèvement d'organes sur des personnes décédées selon les consentements
de la personne décédée s'il avait donné son consentement avant sa mort, ou tout comme sur le consentement de ses ayants droit, au fait. Alors que il y a un tout petit peu de soucis là-dessus parce qu'on parle des consentements, mais en réalité, il n'y a pas un registre des consentements. Donc si par exemple, moi en tant qu'un Congolais, je vais donner mon consentement sur le prélèvement de mes organes après ma mort, mais où est-ce que je vais faire enregistrer ces consentements et quelle est la procédure de ces médecins pour recourir à mon consentement? Et cette disposition n'existe presque pas, malgré qu'il y a cette loi sur la santé publique. Alors, par rapport à l'Afrique, actuellement, il y a au moins, selon le site internet Allo Docteur Africa, il y a au moins une quinzaine de pays africains qui pratiquent déjà la transplantation rénale. Il y a l'Éthiopie, il y a le Kenya, le Rwanda, l'Afrique du Sud, le Maroc, pas mal de pays africains qui pratiquent déjà la transplantation rénale. Mais à cela se pose toujours un problème des organes disponibles et des coûts élevés. Et aussi, il faudrait voir s'il y a des plateaux adéquats pour pratiquer ces interventions liées à la transplantation d'organes. Donc pour l'instant, il n'y a jamais eu de transplantation d'organes en RDC? Officiellement, non. Et alors, quels sont les freins au développement de cette pratique médicale? Bon, le frein, c'est d'abord l'ignorance, parce que apparemment, le secteur n'est pas... cette problématique n'est pas trop bien connue de la grande population. La plupart des gens ne savent pas les avancées technologiques médicales sur ces secteurs de la transplantation. Et jusqu'à présent, ça demeure comme un sujet tabou en Afrique. Et seulement, ce sont des personnes qui ont un peu de moyens, qui fréquentent des cliniques ou des hôpitaux un peu plus, comment dirais-je, des hôpitaux ou des cliniques des hauts de gamme, s'il faut le dire, je ne sais pas si le terme est approprié, qui peuvent avoir accès à cette information. Et en dehors de ça, il faudrait avoir des médecins spécialistes, des médecins qui s'y connaissent dans ces domaines. Et je ne sais pas si aujourd'hui, l'Afrique a... Je ne pense pas qu'on a assez de néphrologues. Si on a des néphrologues, c'est beaucoup plus pour s'occuper de la dialyse, de diagnostiquer les insuffisances rénales, par exemple. Mais au niveau de l'intervention chirurgicale, ça demande encore une autre spécialité pour transplanter un rein. Donc je pense qu'il y a un problème d'information. Il faut d'abord commencer à mettre l'information à la place publique. Donc voilà pourquoi les titres, c'est « Il faut qu'on en parle ». Donc il faut qu'on en parle, il faut qu'on échange sur ça, comprendre les pensées des autres, avoir d'autres courants, le courant religieux, le courant scientifique, les courants juridiques. En gros, c'est les courants de la société pour savoir quelles sont les dispositions qu'il faut prendre sur le plan de droit et qui va se reposer sur la société. Et est-ce qu'à l'échelle africaine, il y a assez de donneurs? Il est difficile de connaître les statistiques parce que déjà, la plupart des pays africains, les informations ne sont pas vraiment disponibles. La plupart des pays, ils ont juste des lois sur la santé publique. Ils se réfèrent de cette loi qui autorise la transplantation, mais en réalité, ça nécessite une coordination nationale qui s'occupe de tous ces aspects, qui ne va pas se limiter à la transplantation, mais il doit y avoir aussi une politique de don d'organes, parce que le don d'organes doit être gratuit et le donneur doit connaître tous les dangers ou les risques qu'il court en acceptant de donner son organe. Et il y a aussi ce qu'on appelle le tourisme de transplantation. Donc, un rein peut quitter de la RDC pour aller par exemple en Afrique du Sud ou au Cameroun ou au Rwanda pour servir
une autre personne. Donc, en dehors des textes et des lois nationales, il faudra aussi voir au niveau international ou au niveau de la région, comme le cas de l'Union européenne. Il y a une convention européenne qui encadre ces secteurs de transplantation d'organes. Donc la France peut faire des échanges des organes avec l'Italie ou le Portugal par rapport aux compatibilités. Ça nécessite aussi une coopération internationale au niveau de l'Afrique pour essayer un peu de faire avancer, parce que la transplantation d'organes a un bénéfice, il y a aussi un bénéfice vital au fait. As part of the activities to mark the 90th anniversary of the British Council, the 90 Youth Voices Initiative was created to bring 90 young leaders from 43 countries together in the UK to exchange ideas and learn from each other. The young leaders also heard from policymakers, civil society, and youth organizations from across the UK. Out of the 90 young leaders selected, 17 were from across Africa, and today, many of them have already started to put their learnings into practice in their own communities and are inspiring others. I was inspired to participate in 90 Youth Boys Anniversary in UK because I had a passion in digital literacy, and also I want to see accessibility and full inclusiveness. When I was in UK, the most things I was thinking about is how I can come back to my country and implement the things I learned. Happily, I have been engaging with British Council very often, and I have been developing a project where I can benefit my Ethiopian youth, and I want to share the lessons I have learned. The program taught me more about the power of collaboration, reinforcing the idea. The responsibility of being ahead is to create better opportunities for those behind. Helping the youth find their voice and make informed career choices is very fulfilling for me. I call upon all young people that we are the agents of change and we can do this change. Of course, we cannot do this alone, but I call upon stakeholders to help the young people. Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. La lutherie, cet art ancestral de la fabrication d'instruments à cordes, a une longue histoire qui s'étend à travers le monde. Pourtant, malgré sa richesse culturelle et musicale, l'Afrique centrale reste encore isolée dans cette filière ancienne de fabrique et de maintenance des instruments à cordes. Cela n'a pas empêché Clovis Tchoufak, un luthier camerounais pourtant prédestiné à un autre métier, de devenir une référence incontournable. C'est un reportage de notre correspondant Maxime Farel-Bounia. Regardez. Au Cameroun, actuellement, on a des jeunes qui ne sont pas trop dans son domaine, donc de nous faire plaisir d'arranger des guitares Made in Cameroun, Made in Africa. Clovis Tchoufak, qu'on ne présente plus aux mélomanes camerounais, est classé parmi les meilleurs de son domaine au Cameroun. Après de nombreuses années consacrées à la lutherie, Clovis Tchoufak a désormais une façon propre à lui de fabriquer des guitares. Le processus de fabrication, ça dépend de chaque luthier. Luthier, c'est fabricant de guitare, ça dépend de chaque fabricant de guitare. Moi, j'ai ma façon à moi. Je commence par la table d'harmonie. Elles sont là, celle-là que tu vois, c'est une table d'harmonie. Je commence par faire d'abord la partie-ci. Je fais l'accordage des notes qui vont sonner. On a 6 notes, mais on fait toujours 7 notes à l'intérieur. Je fais 7. C'est un barrage qu'on fait à l'intérieur. Je fais la table d'harmonie. Après avoir fait, je fais les éclisses. Après avoir fait les éclisses, je mets le fond. Après, maintenant, je fabrique mon manche. Et sur mes guitares, vous allez voir toujours ça. Il y aura toujours ça. Je fais ça pour fixer mon manche. Donc, ça veut dire que la caisse finit d'abord avant que je mette le manche dessus. Après le manche, clavier. Après clavier, vernissage et chevalet. À seulement 31 ans, lui qui était prédestiné au métier de menuisier, il fabrique en série de 5 des guitares pendant une durée maximale de 3 semaines à base de matières locales. Dans les guitares maintenant que je fabrique,
des classiques. Pour les essences de bois, j'ai les PCA ici. C'est les PCA. Il y a l'ébène. L'ébène pour le clavier en même temps. L'ébène pour la décoration. Maintenant pour le fond, ça c'est du sapelli. Ça aussi sapelli. Le manche aussi sapelli. J'ai choisi le sapelli parce que c'est un bois qui ne peut pas se casser facilement parce qu'il y a des fibres en même temps. Maintenant j'ai choisi ici les PCA parce que c'est un bois qui a les fibres droits. Et la musique, tu ne peux pas me dire, la musique est un truc qui doit être sur une même longueur d'ongle. Donc du coup, si je prends un bois qui a des fibres trop contrecarrées là, quand tu vas jouer la vibration, on va arriver à un niveau, ça va bloquer. C'est pour ça que j'ai choisi un bois qui a les fibres droits. Et c'est comme ça que moi je fais mes guitares. Elles ont envahi l'univers musical camerounais, satisfaisant ici amateurs et professionnels de la musique, à l'instar de Raphaël Diop, qui a suivi son évolution ces 5 dernières années. Je crois qu'à date, ça doit être la 4e guitare que je lui achète. Donc, et il a fait des progrès absolument prodigieux en l'espace de quelques années. Moi, je trouve ça extraordinaire avec les moyens qu'il a et surtout avec la façon dont il a étudié la lutherie parce qu'il est complètement autodidacte. Afin de rajouter plusieurs cordes à son arc, Clovis s'est également fait former et aujourd'hui est propriétaire d'une école de formation pour les plus petits, désireux d'apprendre à jouer à la guitare. Et pour certains, c'est déjà l'envie d'y faire carrière. Ce qui m'a motivé à faire la guitare, c'est que mon père voulait qu'on nous tous on soit guitaristes. Donc je ne pouvais pas faire quelque chose, donc j'ai accepté. Parce que moi, je voulais d'abord être guitariste. Dans un pays où la lutherie demeure un domaine méconnu, Clovis Toufak se distingue comme un pionnier, aspirant à ouvrir une école de formation en fabrication de guitares pour les années à venir. Son histoire inspirante révèle non seulement sa passion pour son métier, mais aussi son désir ardent de transmettre son savoir et de faire rayonner l'art de la lutherie au Cameroun et au-delà. Sensibiliser, informer, amorcer une coopération régionale, ce sont les ambitions de notre invité Trésor Ebamou Fankana pour lutter contre le trafic d'organes. Écoutons-le. On va maintenant s'intéresser aux dérives autour de la transplantation d'organes. Qu'est-ce qu'on appelle exactement le trafic d'organes et à quoi ça correspond ? Le trafic d'organes, c'est un ensemble d'activités illégales et illicites englobant toutes les opérations liées aux organes et aux tissus humains qui ne respectent pas les cadres juridiques fixés dans certains pays ou qui ne respectent pas certains cadres éthiques liés aux dons et transplantation d'organes. Lors de votre étude, est-ce que vous avez relevé des cas de trafic d'organes en RDC ou en Afrique ? Je pourrais dire que les trafics d'organes, c'est un crime asymptomatique. Ce ne sont pas des crimes ce sont pas des crimes visibles. C'est pas comme un vol, on peut constater ici qu'il y a un vol. Ce sont des crimes, comme on dit, asymptomatiques, qui est à la fois national et aussi transnational. Et je pourrais même vous dire qu'il peut y avoir trafic d'organes sans qu'il y ait l'incision de l'abdomen, parce que en matière, par exemple, de dons d'organes, les dons doivent être gratuits. Donc, il y a l'interdiction, selon la Charte des Nations Unies, de marchander un corps humain et ses parties ou de marchandiser le corps humain. Donc, du fait d'acheter un consentement de la personne, vous dites, voilà, je te propose, par exemple, 50 000 € en échange de ton rein ou d'une partie de ton foie, parce que ce sont des organes qu'on peut donner en étant en vie. Les restes là, vous pouvez les donner qu'après votre mort. C'est déjà un trafic, parce que ces dons-là devraient être volontaires et puis sans en échange de rien, en fait. Et ça devrait être comme ça. On appelle ça, c'est un don altruiste. Donc, du fait déjà
d'acheter ce consentement avant même de pratiquer le prélèvement, vous êtes déjà dans les cas de trafic d'organes. Alors officiellement, en RDC, il n'y a aucun cas qui a été signalé par le gouvernement parce qu'il s'appuie sur le principe de droit où il n'y a pas une clinique ou un hôpital qui pratique la transplantation d'organes en RDC par manque de matériel ou de plateaux adéquats. Mais quand on parle de trafic, c'est le mot illégal, c'est illicite, c'est un peu comme la drogue. Nulle part où on écrit « ici on vend la drogue », mais on voit au moins les gens en train de consommer la drogue. Mais si je peux dire que cette histoire existe en RDC, parce qu'il y a déjà pas mal de Congolais qui ont fait recours à la transplantation d'organes à l'extérieur du pays. De ces côtés, il faut savoir, celui qui s'est fait transplanter ses reins, par exemple, ou un des organes, même si ça allait en dehors du territoire congolais, mais il faut lui demander comment est-ce que vous avez fait pour trouver cet organe. Est-ce que vous n'avez pas organisé le tourisme de la transplantation, recruter quelqu'un par rapport à sa vulnérabilité ou par habit d'autorité ou en échange d'un avantage matériel ou financier? Parce que si ça a été recruté par rapport à cette histoire, et c'est déjà du trafic d'organes. Au regard de tout ça, nous avons essayé de regarder les textes de loi. Nous avons constaté des vides juridiques, des dispositions juridiques qui laissent porte grande aux criminels. Par exemple, quand vous autorisez le prélèvement d'organes après la mort d'une personne, mais vous n'autorisez pas la transplantation d'organes. Et c'est pourquoi ces organes-là qu'on peut prélever après la mort, ça va servir à quoi? Dès lors, il n'y a pas la transplantation d'organes en RDC. Et pourquoi on va autoriser les prélèvements? Ce sont des questions qui nous laissent un peu à réfléchir. Est-ce que les situations d'insécurité, comme on peut le voir en ce moment dans le Nord Kivu, avec les assauts du M23, ça peut favoriser et avoir des conséquences sur le trafic d'organes en RDC? Et effectivement, toute condition sécuritaire dégradante est un terrain favorable pour le criminel du trafic d'organes, avec certains actes qui se passent à l'est de la République démocratique du Congo. Ça laisse quand même à croire qu'il pouvait aussi avoir les cas de trafic d'organes. Quelles sont alors vos propositions pour mieux encadrer et pour sécuriser le don d'organes? La plus grande perspective, c'est d'abord sensibiliser, informer les gens. Et le second, c'est vouloir entamer, voir un peu les textes juridiques qui encadrent ces secteurs, essayer un peu d'en parler. Est-ce que ça correspond à la réalité, à la société africaine ou congolaise? Et troisièmement, voir aussi comment faire la coopération entre les États, parce que dans la coopération, c'est aussi pour lutter contre les actes qui tendent vers la criminalité, mais aussi pour échanger des connaissances, les partages des connaissances. Est-ce que vous avez beaucoup plus de spécialistes? Est-ce que vous pouvez venir vous installer chez nous? Et ça va permettre aux gens, au lieu d'aller se faire transplanter ailleurs, sans pour autant que l'État ait au moins un suivi, mais au moins si vous êtes sur place, l'État peut faire un suivi de la manière dont vous procédez. Donc tout ça, et la coopération est également importante sur ces sujets. Voilà, Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'interview de Trésor et Bamou Fankana ainsi que nos émissions sur notre site africaoner.com. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et à liker, partager et commenter avec le hashtag Initiative Africa. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous donne rendez-vous avec Business Africa. Bonne semaine à tous.